Troisième jour de manifestation contre la MONUSCO à Goma. Malgré les appels au calme du gouvernement, la population du Nord Kivu tient au départ immédiat de cette force en RDC. Le bilan revu à la hausse fait état de 15 morts. Jean-Marc Kabunda, attendu devant la justice ce jeudi, un mandat de comparution lui a été adressé par le parquet général après la Cour de cassation, accusé pour outrage au chef de l'État, injure publique mais aussi imputation dommageable. Il sera appelé à présenter ce moyen de défense. Tout sur l'actualité de l'heure, le porte-parole du gouvernement sera face à Jean-Marie Kassamba ce mercredi. Grand plateau avec Patrick Mouyaya à suivre à partir de 20h sur Télé 50. Référendum en Tunisie, la nouvelle constitution controversée adoptée à plus de 94%. Ce texte porté par le président Kais Saïd accorde des larges pouvoirs au chef de l'État. Selon les résultats officiels préliminaires annoncés par l'ISIE, le oui l'emporte à une écrasante majorité, mais avec une faible participation dénoncée par l'opposition. Merci de votre fidélité à Télé 50 au troisième jour de manifestation hostile à la MONUSCO. Après une réunion d'urgence présidée par Samuel Konde hier, le gouvernement lance à la population un appel au calme et annonce poursuivre les discussions sur le plan de transition pour le retrait de la mission onusienne en République démocratique du Congo. À ce jour, le bilan est revu à la hausse. Patrick Mouyaya annonce 15 morts. On prépare à cette réunion d'urgence le représentant spécial intérimaire du secrétaire général des Nations Unies, le directeur des affaires politiques des Nations Unies à RDC, le coordonnateur des affaires humanitaires et le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le premier vice-ministre en charge des affaires étrangères, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, la vice-ministre de la défense et le ministre de la communication et des médias. Faire le point sur la situation au regard non seulement des dégâts humains et matériels importants causés au regard du plan de transition consacrant le retrait progressif de la MONUSCO du territoire de la RDC. On parle de 15 morts. Les plus urgents au cours de cette réunion, c'était les dispositions qui sont en cours et qui doivent être prises parce que nous, gouvernement de la République démocratique du Congo, nous avons le devoir, conformément à l'accord de siège qui nous lie avec les Nations Unies, d'assurer la sécurité des installations de la MONUSCO et de son personnel. Les gouvernements de la République lancent par ailleurs un appel au calme à toute la population. Rien ne peut justifier la violence. Il ne faut pas tomber dans l'amalgame, il ne faut pas se tromper d'ennemis, parce qu'au sein de la MONUSCO, ils travaillent pas seulement les étrangers, mais aussi de compatriotes congolais. Au regard du plan de transition pour le retrait de la MONUSCO de la RDC tel que la population l'exige, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à l'intérim a souligné la nécessité de travailler avec les autorités congolaises pour voir ensemble des éléments qu'il faut renforcer tout en tenant compte de la situation sur le terrain. Le représentant adjoint de la MONUSCO a également pris part à un briefing en compagnie du porte-parole du gouvernement. Ensemble, ils ont regretté les morts qui ont été enregistrés lors de ces 48 heures de manifestation à Goma. Sur les populations manifestantes, encore moins sur les installations de la MONUSCO, cela doit être bien clair. Il y a des voix qui sont connues, qui peuvent être utilisées pour passer des messages de frustration, mais la voix de la violence, c'est une voix qu'il faut bannir. Et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, qui sont auteurs de ces discours, subiront la rigueur de la loi. Nous avons beaucoup insisté dessus. Et pour tous les compatriotes qui sont décédés, y compris le casque bleu, des enquêtes ont déjà été diligentées par le ministère de la Justice et l'auditorat militaire. Il sera bien évidemment question de regarder s'ils ont été blessés, quel impact de balle. On saura retracer en ce moment-là d'où est venu les tirs. Donc nous allons nous atteler maintenant qu'il y a une accalmie et que le renforcement au niveau sécuritaire est effectué, de faire les enquêtes nécessaires, mais je peux vous dire que les bilans sont assez lourds. Je ne peux pas donner une estimation complète. Et il est clair que les objets qui ont été emportés, c'est des objets de valeur, c'est aussi des objets qui servent, parce que cette base, c'est en fait notre entreposage, c'est là où on a les rations alimentaires pour les troupes. Vous avez vu
ces manifestants qui étaient en train d'emporter des rations. Nous avons aussi tout l'équipement de technologie. Et après la levée des immunités par le bureau de l'Assemblée nationale, le député national et président du parti politique Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabound, est attendu demain jeudi à la Cour de cassation. Eh bien, il faut signaler que le désormais opposant au régime en place est accusé d'outrage au chef de l'État, injure publique, mais aussi imputation dommageable. De son côté, son parti politique appelle à une grande mobilisation de ses militants et militantes pour l'accompagner à cette première audition. Affaire Kabound pour la DISOC de Lisanga Bonganga, c'est une affaire privée et non étatique destinée à distraire le peuple congolais. Son coordonnateur national condamne également les manifestations anti-MONUSCO organisées à Goma, perturbant ainsi toutes les activités. La DISOC prend acte avec un grand étonnement du revirement spectaculaire de M. Jean-Marc Kabound, l'un des bâtisseurs du pouvoir en place, équipolant à une révolution des palais aux allures de Brutus qui avait trahi son père, Jules César, dont on ne peut ignorer ces mots historiques. Tout quoque filimi. Toi aussi, mon fils. Je répète, tout quoque filimi. Toi aussi, mon fils. Depuis l'avènement du pouvoir en place, M. Jean-Marc Kabound a joué des rôles néfastes, notamment au lendemain de la désignation par la Mouka à Genève d'un candidat commun de l'opposition en la personne de M. Martin Fayoulou Madidi, en mobilisant la base de l'IDPS pour s'y opposer. Pour la DISOC, Jean-Marc Kabound est le véritable Brutus congolais. La DISOC considère que les feuilletons ou l'épopée qui défraient actuellement la chronique dans notre pays entre Sieur Kabound et M. Félix Tshisekedi n'est qu'un épiphénomène d'une affaire privée. Et puis, je le disais en titre, Patrick Mouyaya qui sera justement ce soir l'invité d'un plateau spécial, grand plateau avec Jean-Marie et Kassamba sur plusieurs questions d'actualité, notamment la sécurité, l'économie avec les efforts du gouvernement et les régies financières, mais aussi le défi des élections qui pointent à l'horizon. 144 Congolais rentrent depuis ce matin au pays après plusieurs années passées en Angola. Ces réfugiés congolais ont été transportés à bord de quelques camions et jeeps du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Parmi ces personnes, 31 foyers avec 21 personnes à vulnérabilité très remarquable. Retour à la case départ, c'est mardi 27 juillet, la ville de Kamako dans la province du Kasaï accueille 144 réfugiés congolais vivant en Angola depuis 2017. Ils sont au nombre de 10 000 personnes dans le camp Louva, site aménagé par le Haut Commissariat de réfugiés dans la province de Lunda Nord en Angola. Ces derniers avaient pris refuge en Angola lors des événements sanglants du 10 Kamouinan Sapu en 2017. La société civile de Kamako rapporte la nouvelle en indiquant que ces réfugiés congolais ont été transportés à bord de 6 camions et 14 jeeps affrétés par le Haut Commissariat de réfugiés. Et rajoute que ces rapatriés se trouvent au centre de transit provisoire à la paroisse Saint-Gabriel à Kamako, près de Chikapa, dans la province du Kasaï. Hormis les camps de transit à Kamounia et de Chikapa, Idiofa est la destination finale. En l'en croire, la majorité des rapatriés sont heureux de rejoindre le sol congolais. Et puis la gouverneure de la province du Haut-Lomami a reçu une délégation du ministère national des Finances, une mission qui porte sur le ramassage de la comptabilité, l'identification des comptables et faire ressortir les encaisses persistantes. C'est une délégation du ministère national des Finances qui séjourne dans les Haut-Lomami, conduite auprès de la gouverneure par le ministre provincial des Finances, Yumba Samuel.
Un entretien était celui qui consistait à donner les contenus de leur mission dans la province du Olomami. Nous avons sollicité et rencontré la première dame de la province par rapport à la mission qui nous a été confiée à Kinshasa par le ministère. C'est-à-dire que la mission concerne plutôt le ramassage de comptabilité, identifier le comptable et après faire ressortir les impasses, c'est-à-dire les encaisses persistantes par rapport aux entrées et aux sorties, c'est-à-dire la prise en charge et les dépenses. Vigilante, Isabelle Kalinga Mushimbi a encouragé les membres de la délégation qui viennent. Joli coup de filet de la police congolaise qui vient de mettre la main sur un réseau de criminels à la base de l'insécurité qui a duré près de 3 semaines dans la ville de Kindu, Maniema. Ils ont été présentés hier mardi au gouverneur Idrissa Mangala. Au total, 7 présumés voleurs à main armée, quelques complices munis des 2 armes et munitions de guerre ont été présentés mardi au gouverneur ad interim du Maniema, Afani Idrissa Mangala. Devant l'esplanade du gouvernorat, le commandant de la police nationale congolaise de la ville de Kindu a expliqué au gouverneur le mode opératoire de ces criminels ainsi que les différents forfaits qu'ils ont commis, dont l'assassinat d'un pasteur de l'église Tabernacle. La province du Maniema, c'est une province qui est déjà bénie, qui est libéré. Et je ne pense pas tout celui qui montera ou qui va tenter à monter des complots contre la province, contre la population du Maniema, je pense qu'il sera mis à nu. Et aujourd'hui, tous les complots, vous voyez, les malfaiteurs sont pris et nous félicitons toujours nos éléments de la police qui manifestent leur loyauté au service de la nation. En tout cas, cet acte que j'ai toujours dénoncé, c'est au niveau de la justice d'accompagner proprement le gouvernement provincial. Le gouvernement va donner tous les moyens nécessaires pour que cela soit fait. Et après, le gouvernement va prendre des dispositions pour rapatrier ces gens. Au-delà des félicitations adressées aux services de sécurité, particulièrement à la police, le gouverneur Afani Idrissa a manifesté sa volonté d'en finir avec l'insécurité entretenue pendant près de 3 semaines dans la ville de Kindu. À Kinshasa, on parle d'une explosion ce matin sur l'avenue Fayala au quartier Mombélé dans la commune de Limité. D'après les témoins sur place, ce véhicule était venu déposer 2 bouteilles de gaz dans un immeuble. Le chauffeur étant distrait au moment de la détonation, une bouteille a quitté le véhicule en grande vitesse pour entrer dans l'immeuble. Et c'est là la cause de l'incendie qui n'a pas causé de pertes en vies humaines. On note tout de même plus de 6 personnes blessées et d'énormes dégâts matériels. En Afrique, plus précisément en Tunisie, 94,6% le pourcentage de ceux qui ont voté oui à la nouvelle constitution controversée. Et selon le résultat officiel préliminaire rendu public hier, proposé par le président Kaïs Saïd, une victoire en demi-teinte en raison d'une forte abstention dénoncée par l'opposition. Après la révolution du oui au référendum sur la nouvelle constitution renforçant le pouvoir du chef de l'État, ce qui consacre donc le pouvoir aux mains de l'homme fort de la Tunisie, Kaïs Saïd, tout comme le manque de légitimité d'un scrutin manqué par une très forte absence inquiète, le militant pro-démocrate. Ce texte consacre la présidentialité du pouvoir et tourne la page du parlementarisme instauré en 2014. Ces changements fait craindre à l'opposition comme aux analystes une dangereuse régression démocrate. Mais pour eux, les scrutins est surtout symptomatique d'un profond désaveu vis-à-vis de dirigeants à la tête du pays depuis la Révolution. L'issue de ces votes qui semblent acquises est désormais officielle au référendum proposant une nouvelle constitution à leur pays. Les Tunisiens ont répondu oui à 94% de voix, selon le résultat officiel préliminaire annoncé mardi 24 juin. Dans la nuit de lundi à mardi, réagissant aux premières estimations, le président Kaïs Saïd a proclamé l'entrée de la Tunisie à une nouvelle phase. Son pays s'est engagé sur la voie d'une constitution renforçant net ses prérogatives.
L'ancien au Cameroun, Paul Biya, fait parler de lui au sujet de sa candidature en 2025. Dans une annonce du mardi, l'actuel président appelle au calme au sujet de sa probable candidature à la présidentielle. Du haut de ses 89 ans, il assure que les précisions seront données à la fin de son mandat et il n'en dira pas plus pour le moment. Présidentielle au Cameroun. Paul Biya renforce le suspense sur sa candidature. Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Il s'est exprimé ce mardi sur sa probable candidature à la présidentielle de 2025. Sur ce sujet qui défraie l'actualité au Cameroun, Paul Biya appelle à la patience et demande à la population d'attendre l'expiration de son mandat à la tête du pays pour savoir sa position. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés si je reste ou si je rentre au village, a-t-il déclaré. Le président camerounais Paul Biya a atteint près de 39 ans au pouvoir. Il est donc le deuxième dirigeant le plus ancien d'Afrique après son voisin de Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979. Paul Biya, contre 89 ans, l'heure est aux estimations sans certitude quant à l'après-Biya. Des rumeurs de remplacement de Paul Biya par son fils Franck-Emmanuel Biya font bon train. De mouvements politiques soutiennent ouvertement sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. La situation politique au Cameroun est tendue, notamment après l'emprisonnement à 10 ans de prison des cadres du parti de l'opposition Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. Emmanuel Macron, pour la première fois depuis sa prise de fonction à Élysée, arrive au Cameroun. Il effectue une visite du 25 au 27 juillet. Il arrive dans un contexte marqué par la perte progressive de l'influence de la France en Afrique. Des manifestations anti-françaises dans certaines capitales africaines, notamment à Djamena, au Tchad et à Bangui en RCA. C'est aussi une visite de relance de relations économiques et diplomatiques entre les deux pays après quelques crispations. Emmanuel Macron vient en ami, invité par son homologue camerounais Paul Biya. On prend le rappel des principaux titres. Troisième jour de manifestation contre la MONUSCO à Goma. Malgré les appels au calme du gouvernement, la population au nord qui vous tient. Au départ immédiat de cette force en RDC, le bilan revu à la hausse fait état de 15 morts. Jean-Marc Kabound attendu devant la justice ce jeudi. Un mandat de comparution lui a été adressé par le parquet général près la Cour de cassation. Accusé pour outrage au chef de l'État, injure publique mais aussi imputation dommageable, il sera appelé à présenter ce moyen de défense. Tout sur l'actualité de l'heure, le porte-parole du gouvernement sera face à Jean-Marie Kassamba ce mercredi. Grand plateau avec Patrick Mouyaya à suivre à partir de 20h sur Télé 50. Et puis référendum en Tunisie, la nouvelle constitution controversée adoptée à plus de 94%. Ce texte porté par le président Kais Saïd accorde des larges pouvoirs au chef de l'État. Selon les résultats officiels préliminaires annoncés par les IE, le oui l'emporte à une écrasante majorité, mais avec une faible participation dénoncée par l'opposition. Eh bien, restez avec nous pour la revue de presse. Jenny Kayembe pour les titres des journaux parus ce mercredi. Bienvenue à vous, Jenny. Merci Arlette Moutila, bonjour à tous. Alors, plusieurs médias et sites apparus ce matin dans la capitale, reviennent sur l'affaire Kabound, cette fois-ci avec l'annonce des poursuites judiciaires contre l'ex-président AI de l'UDPS. Oui, après avoir touché à la personnalité d'un membre de la famille biologique du chef de l'État, puis porter atteinte à l'honneur des institutions de l'État et à la dignité du président de la République, les choses se compliquent pour l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, sous les coups d'un mandat de comparution lancé contre lui par l'officier du ministère public près la Cour de cassation, rapporte ouraganfm.cd. Le bureau n'a pas attendu la rentrée parlementaire de septembre pour examiner la demande du procureur général près la Cour de cassation sur la levée de ses immunités parlementaires complète la prospérité. Et sur la toile, les réactions sont nombreuses. D'abord, celle du collège des fondateurs de l'Alliance pour les changements, les partis de Jean-Marc Kabound qui dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement
contre son président national, renseigne La Prospérité dans un autre article. L'autre réaction, c'est celle de la DISOC qui qualifie cette affaire d'un fait privé et les loups s'émangent entre eux, rapporte Yabiso News. Point CD pour son coordonnateur Lisanga Bonganga. Cette affaire n'est qu'un épiphénomène destiné à distraire le peuple congolais. Le président de la Convention chrétienne pour la démocratie, CCD, rappelle à l'opinion que Jean-Marc Kaboun est l'un des bâtisseurs du pouvoir en place. Il a joué un rôle néfaste au lendemain plutôt de la désignation d'un candidat commun de l'opposition en mobilisant la base des l'UDPS pour s'y opposer. Et pour Jean-Pierre Lisanga Bonganga, Jean-Marc Kaboun et les véritables boutous qui avaient trahi son père Jules César, ajoute Forum des As. Alors, on va partir au Burkina Faso où l'ancien président Compaoré a présenté ses excuses à la famille Sankara. Affirmative, condamné par contumace en avril à la perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara, l'ex-président burkinabé Compaoré a présenté ses excuses hier à la famille de son prédécesseur Sankara, 2 semaines après sa visite au pays, sur invitation du colonel Paul-Henri Sandoago Damiba, actuel président de transition, arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en janvier, dans le but de sceller la réconciliation nationale face aux attaques djihadistes qui endeuillent ce pays. Note France24.com, Blaise Compaoré, 71 ans, était arrivé au pouvoir en 1987 à la faveur d'un putsch qui avait, selon nos confrères de France24.com, coûté la vie au président d'alors, Thomas Sankara, renversé par la rue en 2014. Il vit depuis en Côte d'Ivoire, exprimant sa profonde reconnaissance aux autorités des transitions. Blaise Compaoré a appelé dans son message les Burkinabés à une union sacrée, à la tolérance et à la retenue. Mais pour les acteurs du monde politique et social de ce pays, la réconciliation ne doit pas être synonyme d'impunité. Paul Sankara, frère cadet de Thomas Sankara, a aussi réagi. Pour lui, la meilleure manière de présenter ses excuses, c'est de répondre à l'invitation de la justice. Et c'est bien dit. Grand merci à vous, Jenny Kayembe, pour cette sélection. Merci à vous autant. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.